Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape complètement dingue, l'étape numéro 16 de cette Vuelta. Autant vous dire qu'il ne fallait pas rater les 7 derniers kilomètres aujourd'hui, parce que sinon c'était très compliqué pour vous. Sinon vous avez raté beaucoup du bon cyclisme. À part ça, sinon, c'était beaucoup moins intéressant. Parce qu'on a eu sinon une étape très très calme pendant je dirais 175 km. L'étape a été très calme. Voilà, on avait deux mecs dans l'échappée devant, Luis André Maté et Rokamika. Il n'y a eu qu'une seule bagarre avec les deux, c'était du côté du sprint intermédiaire. Et ensuite ça a été très calme. Mais ensuite ça s'est vraiment énervé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à vous abonner à EPS 2.0, 3,99 par mois pour du contenu sur l'histoire du sport. Et quelques numéros de temps en temps qui seront disponibles en libre, en accès libre, voilà. Mais la plupart si vous voulez avoir la saison complète, ça sera du côté, il faudra mettre un petit peu d'argent à la caisse pour le moment, parce que ça me permet moi aussi de récupérer de la thune pour la chaîne YouTube aussi. Et puis n'hésitez pas également à aller voir sur TikTok parce que vous avez déjà le débrief qui est en ligne depuis 2 bonnes heures, le débrief express de 3 minutes. Aujourd'hui ça a été vraiment une étape très particulière. Le format de la vidéo va être vraiment particulier, il n'y aura pas bilan des bleus, top flop par rapport à d'habitude, parce que premièrement top et flop, il y a quand même 2 coureurs qui sont inclassables ce soir. Je pense que Remco Evenepoel et Primož Roglič ne rentrent pas dans ces catégories-là ce soir. Parce que l'étape n'a pas été dingue non plus, parce que du côté des Bleus, ça a été assez calme. Donc on va parler des protagonistes de la journée, c'est-à-dire Primož Roglič et Remco Evenepoel. On va parler également de Mats Pedersen qui fait quand même une sacrée Vuelta, faudrait pas le négliger. On va parler d'Ackermann, on va parler des Bleus en général, je pense qu'on fera comme ça. Et puis on finira peut-être avec Caden Groves et avec les coureurs échappés aussi, parce que c'est important d'en parler, des 2 coureurs qui sont partis en échappée. On commence avec Plouf Primož Roglič, premier coureur de la journée. Avant Primož Roglič, la note de l'étape, j'ai mis 15 sur 20. C'est vraiment une étape particulière, 15 sur 20. Grosso modo, si vous avez regardé les 175 premiers kilomètres, vous êtes fiché. Pour tout vous dire, c'est que j'ai eu le temps de regarder le Tour de Grande-Bretagne, de regarder l'arrivée du Tour de Grande-Bretagne, qui a été aussi très intéressante avec une échappée qui allait au bout. Et notamment, retenez le nom d'un coureur qui a été absolument incroyable aujourd'hui. Je vais le retrouver, je vais vous mettre ça de côté. Le coureur, c'est Richardson de San Piran qui nous a fait alors des attaques il a couru de manière très particulière, vraiment regardez l'étape. Et avec la victoire de Kamel Bonnieux de Sport-Vlaanderen qui a vraiment fait du très très bon boulot aujourd'hui, et Mathis Pachent qui nous a fait un petit peu comme Primož Roglič, c'est lui qui a emmené le groupe, mais il s'est fait dépasser par les autres sprinteurs. Heureusement lui il n'est pas tombé, avec des conditions dantesques aussi, c'était sous la pluie pendant toute l'étape du côté de Sunderland, mais victoire de Kamel Bonnieux. Et donc 15 sur 20, pourquoi? Parce que pendant les 170 premiers kilomètres, c'était chiant à mourir, hein, on est tous d'accord, et ça s'est vraiment emballé sur les 15 derniers kilomètres, où là ça s'est vraiment emballé, surtout à partir du moment où il y a eu la crevaison de Caden Groves, donc dans les 10 derniers kilomètres, et après ça a été vraiment très très particulier. On va commencer avec Primož Roglič. Pourquoi Primož Roglič aujourd'hui? Parce que à la fois il y a du panache, presque de la stupidité, et une chute et la malchance. Je dirais pas un résumé de sa saison, mais on peut quand même se dire que cette année, Julien Lafilippe et Primož Roglič ont eu des saisons de merde. On parle beaucoup de Julien Lafilippe qui a eu une saison compliquée. Primož Roglič, il ne faudrait pas négliger que, à part le Dauphiné et Paris-Nice, il n'y a pas eu de grands moments dans sa saison. Sur le Tour du Pays Basque, problème au genou. Tour de France, l'épaule démise et problème au niveau des cervicales et du dos. Et sur cette Vuelta, il tombe alors qu'il tente de reprendre du temps.
C'est quand même laborieux. Là, pour moi, c'est une erreur de sa part. Enfin, je comprends pas comment on peut tomber à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il roule à 50 à l'heure, certes c'est rapide. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il était plus lucide à ce moment-là. Il emmène à 50 à l'heure pendant 3 km. C'est un effort très intense, avec des hauts niveaux d'intensité et de lactate. Pour ceux qui ont déjà fait des tests de VO2 max, à la fin d'un test de VO2, faut pas vous demander de faire 3 plus 4, parce que vous n'allez pas réussir à le faire. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Primož Roglič. C'est qu'il est arrivé à bout complet. Et que comme c'est un coureur qui a besoin d'être concentré pour être à l'aise dans un peloton, parce que c'est pas un coureur, c'est pas naturel chez lui. L'habilité dans un peloton, c'est pas naturel, ça lui demande de la concentration. Sauf que pour avoir de la concentration, il faut avoir encore du cerveau disponible. Sauf que quand tu es à fond physiquement, ton cerveau il est plus capable de faire n'importe quoi. Et là, ça a été son problème après Primož Roglič. Mais je me dis quand même, quand je disais il y a du panache, oui, il y a du panache, parce qu'attaquer sur cette étape-là, faut être un peu fou quand même. Et c'est beau en même temps, c'est ce qui fait la beauté du cyclisme. Mais si on est pragmatique, on se dit, en même temps c'était pour reprendre 10 secondes, quoi. 10-15 secondes. Pourquoi faire autant d'efforts pour reprendre 15 secondes? Pourquoi prendre autant de risques pour 15 secondes? L'intérêt est limité quand même pour Primož Roglič. Si on est pragmatique, on se dit, c'est pas top. Par contre, si on aime le cyclisme fou, et les actions complètement dingues, bah oui, ça fait partie des mecs qui sont capables de faire des actions complètement dingues. Il a pris des risques, ça c'est beau, il a pris des risques. C'est pas forcément le coureur qui est le plus entreprenant, même si parfois il l'avait déjà fait, notamment sur le Tour de France il y a quelques années, dans une descente où il avait vraiment pris beaucoup de risques. Là, il a tenté le coup, mais ça lui a coûté très cher, cette chute. Moi, pour trop vous dire, je suis assez pessimiste sur sa capacité à repartir, parce que le choc est quand même très violent. Après, des fois, il y a des miracles, hein, mais de toute manière, même s'il repart, est-ce qu'il aura la capacité de sortir Evenepoel de sa roue? Pas sûr non plus. Donc, ça peut être compliqué. Mais oui, du côté de Roglič, c'est une année un peu de merde, quoi. Pour vraiment le dire, c'est une année compliquée. Mais là, on pensait que ça montait en pression, qu'il était... Et puis, bam, la chute, et c'est pas un problème en soi d'habileté. Il sait tenir sur un vélo. J'ai déjà vu faire des descentes. Il sait faire sur un vélo, Primož Roglič. Le problème, c'est que c'est pas inné. Et quand tu es à fond, à 100% de tes capacités physiques, le cerveau... Quand on dit débrancher le cerveau, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu n'es plus en capacité de réfléchir et tu n'es plus lucide. Et là, je pense que c'est une erreur de lucidité. Il est plus lucide à ce moment-là, il fait une erreur de... Voilà, il met sa roue, il prend trop de risques dans le final et il aurait dû se mettre complètement à l'écart, rester sur le côté gauche et il ne le fait pas. Et c'est là où c'est la catastrophe pour lui. Alors il reprend... Alors là encore, ça va être un problème au niveau des classements. Je pense qu'il va y avoir, pourquoi pas, des réclamations pendant la nuit, hein. Le classement général que je vais mettre dans la description de la vidéo sera très, très provisoire. Il semblerait que donc... c'est toujours pas marqué s'il a repris 8 secondes, hein, Roglič. Pour le moment, c'est pas marqué. Moi, sur Pro Cycling Stats qu'il a repris 8 secondes. Parce que le problème, c'est qu'il est sorti à 2,6 km. Or... Vu que Remco Evenepoel a eu un problème dans les 3 derniers kilomètres, Remco Evenepoel est normalement remis dans le temps du groupe auquel il appartenait. Est-ce qu'on va considérer que ce groupe-là, c'est le peloton? Pour moi, oui. Donc le peloton qui a 8 secondes. Ou est-ce qu'on va considérer que ce groupe-là, c'est le groupe de devant? Ça, c'est la grande question. Et de toute manière, même pour Primož Roglič, normalement, c'est le temps dans le groupe auquel vous appartenez à 3 km de l'arrivée. Sauf qu'à 3 km de l'arrivée, il était dans le peloton. Donc quand il tombe, normalement, c'est le temps du peloton qui lui est ordonné, pas le temps du groupe échappé. Donc normalement, il n'a pas les 8 secondes, hein, Roglič. Et ça, il va falloir... je pense qu'il va y avoir des réclamations dans tous les sens pendant la nuit. Et je pense que le classement définitif, on l'aura demain matin. On va passer à Remco Evenepoel, parce qu'il y a des choses aussi à redire sur Remco Evenepoel. Premièrement... Dans une 3e semaine de Grand Tour, tu ne peux pas être aussi loin dans un peloton, même sur une étape techniquement qui n'a pas de danger.
Tu peux pas être au-delà de la 40e place. Sauf que au moment où Roglic attaque, il est beaucoup trop loin. Remco Evenepoel. Là encore, la faiblesse de son équipe. Ça a failli lui coûter cher aujourd'hui, la faiblesse de son équipe, parce que il aurait pu finir dans le groupe à 19 secondes. Il aurait pu finir avec Alex Kirch. Donc là, déjà, ça lui coûte cher. Ensuite, sur la question de la crevaison. Elle arrive... Alors, il y a deux visions sur la crevaison de Remco Evenepoel. Et je préciserai que pour les fans de Remco Evenepoel, les fans de Fanboy, écoutez vraiment attentivement. Il y a deux solutions. Soit on considère qu'il a vraiment crevé. Et dans ce cas-là, la crevaison, bah voilà, elle arrive dans les 3 derniers kilomètres. Donc, on voit ce qui se passe et on ne décide pas de juger outre mesure. Soit on a un peu une théorie conspirationniste, que j'appellerais la théorie du Singapour Gate, et vous allez voir où je vais en venir dans quelques minutes. C'est que la crevaison arrive quand même à un moment parfait. À ce moment-là, Evenepoel, il est très mal placé. Il sait qu'il peut perdre 19-20 secondes. 19-20 secondes aujourd'hui, c'est plus une 30, c'est une 10. L'écart avec Roglic. En sachant qu'à ce moment-là, Roglic, ils étaient que 2 devant. Il n'y avait que lui à Kerman. Van Poppel et Fred White étaient parvenus. C'est-à-dire que c'était peut-être 20 secondes plus 6, 26. Donc on revenait à 1,05, 1,04 dans un scénario fantastique. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne s'est pas dit chez Quick-Step, bah, perdu pour perdu, fais plutôt la crevaison. Dans ce cas-là, tu crèves et c'est la solution la meilleure. Parce que la crevaison tombe quand même à un endroit parfait. Et pourquoi je dis théorie conspirationniste? Parce qu'on n'en a pas la preuve de ça. On ne peut pas, on pourrait le prouver si, à l'arrivée de la course, l'UCI démontait les vélos et récupérait et contrôlait tous les vélos et contrôlait notamment dans ce genre de cas les crevaisons. Sauf que ce n'est pas le cas. L'UCI ne contrôle pas. Alors, est-ce que Quick-Step va nous montrer une roue? Mais si c'est Quick-Step qui nous le montre de son plein gré, Quick-Step, ils ne vont pas dire qu'ils trichent non plus. Mais ça serait quand même intéressant si des journalistes sont sur place et peuvent le voir. Est-ce qu'ils peuvent approcher le vélo d'Evenepoel? Ça me semble quand même très compliqué. Et l'UCI, est-ce que l'UCI fera un contrôle? Est-ce que l'UCI peut faire un contrôle dans ce genre de cas? Parce que peut-être que l'UCI ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que la crevaison de Remco Evenepoel, elle arrive au bon moment. Et pourquoi je dis Singapour Gate? C'est que je vais vous raconter une histoire qui date de la Formule 1. Il y a une quinzaine d'années, vous avez le Grand Prix de Singapour. Et c'est l'un des plus gros événements qui s'est passé en Formule 1 sur les 15 dernières années. Vous avez Fernando Alonso qui est en tête du Grand Prix. Et qui peut gagner le Grand Prix. Voilà, on va le faire facilement comme ça. Et c'est fou. Il s'arrête au stand juste avant que son équipier se crache dans le mur. Et il s'avérera après coup. Et le soir même, on a tous cette impression-là. On se dit tous, à ce moment-là, on ne sait pas que ça existe, ce Singapour Gate. Mais le soir du Grand Prix, à la fin du Grand Prix, on se dit tous, et même les pilotes le disent, notamment David Coulthard, tout était trop bien fait, trop propre. Et ce qui a mis le doute à beaucoup de personnes. Et puis après, on s'apercevra que Nelson Piquet, en fait, il a mis la voiture dans le mur. C'est l'équipe qui lui a demandé de mettre la voiture dans le mur. J'espère que la crevaison n'est pas fausse. Parce que en termes de tricherie, on serait pas loin du même niveau. Donc j'espère vraiment que Evenepoel a totalement crevé. C'est pour ça que vous allez voir que je suis plutôt partisan de la première théorie, c'est-à-dire la théorie il a une crevaison, pas de chance. Parce que si c'était la deuxième théorie, ça serait une catastrophe pour le cyclisme, surtout vu l'année où on a déjà eu quelques cas de dopage et notamment l'affaire Quintana. Ça serait quand même très mauvais pour l'image du cyclisme. J'espère donc que c'est la deuxième chose, le deuxième événement, mais forcément que Evenepoel, à partir de maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont dire son tour il n'est pas mérité, s'il le gagne, le grand tour, parce qu'ils lui rappelleront cet événement-là. Donc ça va peut-être nous donner une troisième semaine, une fin de troisième semaine un peu bordel quoi. J'espère pas, mais encore une fois, on peut pas nier qu'on peut émettre des doutes quand même sur le fait que la crevaison arrive vraiment au bon moment. Et je ne dis pas ça parce qu'il est belge, parce que je sais qu'en ce moment, il y a une sorte de théorie qui penserait que les Français sont contre les Belges. On me l'a mis dans les commentaires, notamment quand dimanche j'ai critiqué Remco Evenepoel, il y en a 2-3 qui m'ont mis ça.
qui m'ont dit ah bah, c'est sûr, ça critique pas David Gaudu, ça critique jamais les Français. Alors autant vous dire que le coup de ça critique pas David Gaudu, ça m'a fait mais alors vraiment rire. Parce que c'est des gens qui n'ont pas vu vraiment mes vidéos l'année dernière sur le Tour de France. Parce que s'il y en a bien un qui a critiqué les Français l'année dernière sur le Tour de France, c'est Bibi. Hein. Entre Gaudu et la Total Energy, c'est l'année dernière quand même qu'on a inventé le compteur JR, enfin qu'on a eu l'idée de faire ça. C'est parce que je critiquais tellement la Total Energy qu'il y a même des gens qui en avaient marre que je parle de la Total Energy. Tellement je critiquais l'équipe. Donc de me dire je suis chauvin, c'est pour ça que je dis du mal des Belges, parce que je voudrais me venger de la Coupe du Monde 2018 ou un truc comme ça. Non, ça va, la Coupe du Monde 2018 c'était il y a 3 ans, je pense qu'on a passé la page. Et vu que peut-être la Coupe du Monde 2022 ça va être dur pour l'équipe de France, notamment avec l'affaire Pogba et l'ambiance dans l'équipe, je pense qu'on est passé à autre chose. Mais forcément que cette crevaison ça va revenir, ça va être un dossier, forcément dans les jours à venir. On passe désormais au vainqueur du jour, Mats Pedersen. Il fait quand même une sacrée Vuelta, Mats Pedersen. Le maillot vert, à part Covid, il peut plus lui échapper quasiment parce qu'il y aura 70 points à prendre sur la dernière étape, mais c'est presque mathématiquement fait. Avec 220 points d'avance sur Fred White, ça semble quand même compliqué à part la Covid, quoi. Mats Pedersen. Deuxième victoire d'étape. Sur cette Vuelta, ce qui fait qu'il égale le recordman qui est Sam Bennett, Jevine et Carapaz, qui sont tous les deux à 2 victoires. Et Evenepoel aussi, qui a 2 victoires. Donc c'est bien ce qu'a fait Mats Pedersen. Ça prouve que sur ce type d'arrivée-là en boss aujourd'hui, c'est le meilleur. C'est le meilleur des sprinters sur ce type d'arrivée-là, sur cette Vuelta. Il y a Wout van Aert, mais Wout van Aert a un profil qui est quand même à la mi-chemin entre sprinter et puncher. Donc je dirais que c'est un puncher-sprinter, moi, Wout van Aert. Alors que pour moi, Pedersen est un sprinter-puncher. Ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il est plus sprinter que puncher, pour moi, Mats Pedersen. Mais sur ce type d'arrivée-là, c'est le meilleur des sprinters aujourd'hui. Et il vient de le prouver encore une fois. Il a fait vraiment une très très belle étape, une très très belle arrivée. Donc bravo monsieur Pedersen et continuez comme ça. Vous faites du bon boulot. Ackermann, deuxième de l'étape pour Pascal Ackermann. Que dire de Pascal Ackermann à part que il s'est encore cramé en essayant de suivre Roglic. Je pense que c'était une erreur de vouloir suivre à tout prix Roglic parce qu'on voit que face à Pedersen, c'est ce qui fait la différence et encore une fois la fraîcheur physique sur les derniers mètres où il peut pas suivre Pedersen parce qu'il s'est quand même cramé une cartouche. Après, Ackermann quand même, on peut notifier un élément, il progresse énormément sur ce type d'arrivée-là. Hein, parce que Ackermann, il y a 1 an, là tu le voyais pas dans le final, il aurait lâché dès la première bosse. Hein. Donc qu'il arrive à passer ce type de difficulté-là, c'est une très belle évolution pour Pascal Ackermann. Ça va faire réfléchir à l'avenir sur la manière de faire de Pascal Ackermann. Si en plus on lui met un vrai train et on arrête de lui mettre peut-être Molano dans les pattes, ça peut vraiment être intéressant. Autre coureur que je voulais mettre parmi les bleus, on va faire un résumé, voilà, on va faire un petit bilan des bleus rapide. Quentin Paché, 5e, très belle performance pour le français encore une fois, donc j'avais mis en grosse cote, c'était un peu trop plat pour Quentin Paché, je crois que je l'avais mis en grosse cote, je ne sais plus, j'hésite, parce que là je fais un petit peu tout de tête, si je l'avais mis en grosse cote, donc vraiment du bon boulot qu'a réalisé notre français. Clément Russo 8e, ça c'est bien également pour le coureur de Arkea, donc c'est-à-dire qu'il a fini 4e du sprint Quentin Paché, parce que Quentin Paché remporte le sprint du 2e peloton. Et par contre, déception, c'est Brian Cocard, seulement 12e. Sur une arrivée comme ça, il est pas bien placé. C'est un vrai problème, Brian Cocard, hein, quand même, ces derniers temps, et c'était déjà un problème chez BNB, c'est qu'il n'arrive pas à se placer correctement dans les pelotons. Et tant qu'il sera en difficulté sur le placement avant les sprints, il ne pourra pas être performant. On le voit quand il fait 2 derrière Pedersen, je pense qu'il est capable de lutter face à Pedersen, sauf qu'il part de beaucoup trop loin. Il part avec un énorme temps de retard. C'est son problème depuis quelques temps, Brian Cocard, même à l'époque de BNB Hotel, c'est qu'il est tout le temps mal placé à l'approche du sprint. Tu ne peux pas être performant en étant 15e à 600 mètres de l'arrivée. Tu ne peux pas gagner un sprint.
Donc à un moment, Brian Cocard va falloir préparer, il va falloir mieux préparer l'approche des sprints. C'est peut-être aussi un problème d'équipier qui lui manque. Il lui manque peut-être un Benjamin Thomas, notamment sur ce Tour d'Espagne. J'avais décidé de parler d'un dernier coureur, parce que là on le fait en version un petit peu rapide ce débrief, mais tout simplement pour qu'il arrive en temps et en heure. Oui, si, j'avais envie de parler des deux coureurs échappés. On peut quand même mettre un petit bonus aux deux. Déjà, petit bonus pour O'Connor. O'Connor finit dans le bon peloton, on va dire dans le peloton à 8 secondes, donc c'est plutôt une journée tranquille pour O'Connor, mais on peut quand même saluer ce qu'a fait encore Luis André Maté et Under Okamika, c'est-à-dire partir en échappée en troisième semaine, lendemain de journée de repos sur un état comme ça. Faut être courageux en sachant qu'il n'y avait pas de carotte aujourd'hui. C'est-à-dire que le sprint intermédiaire, tu n'étais pas sûr d'y arriver, il était quand même assez proche de l'arrivée, et qu'il n'y avait pas de points pour le classement de la montagne. Il n'y avait vraiment que ça on va dire un petit trophée dans la journée, parce qu'on savait qu'il y avait peu de chances que l'échappée aille au bout. Donc vraiment, bravo, et puis bravo quand même pour l'engagement de Luis André Maté, de planter des arbres voilà, à chaque kilomètre en échappée. C'est une belle initiative, et j'espère que d'autres coureurs peut-être pourront s'inspirer sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie de l'initiative, ou certaines équipes de l'initiative de Luis André Maté pour les prochaines années, pour tenter d'avoir un travail écologique. Et ça, vous voyez, ce genre d'action de Luis André Maté, ça fait plus parler d'écologie que les 4 pécores qui faisaient le facteur n'est pas passé pendant le Tour de France. Voilà. La manière intelligente, la manière stupide. Je finis. Ça, c'était encore le petit truc avec les militants écolos. Ça c'est ma petite passion cette année. Je termine avec juste Caden Groves. Là aussi, un petit peu Jean-Luc Poissard. Caden Groves. C'est compliqué parce qu'on sent que le mec est performant. Il a gagné quand même un sprint, et c'est peut-être le sprint massif avec celui de Breda qui était le plus organisé. Donc celui où c'est vraiment la force du sprinter qui compte. Mais là il crève encore une fois à 7-8 bornes de l'arrivée, ça tombe au mauvais moment, et forcément Bike Exchange n'a pas de solution de rechange à ce moment là, donc c'est vraiment dommageable pour le coureur australien, mais je pense que Alpecin a très bien fait de le recruter pour l'année prochaine, et encore une fois je le dis, c'est une grosse perte pour moi pour Bike Exchange, le fait de ne pas réussir à conserver Caden Groves. Je trouve que c'est vraiment triste pour eux, parce que c'est un très bon coureur, mais il faut... c'est des coureurs que tu as formés, c'est bien de les garder, voilà, c'est toujours dommageable de les perdre. Et surtout que, même si Bike Exchange se sauve cette année et reste en World Tour, dans 3 ans, ça sera encore la même bagarre, et ça pourrait être compliqué pour Bike Exchange pour résister. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si c'était un débrief un peu particulier comme format, mais étape aussi particulière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à regarder PS 2.0. Vous pouvez, j'ai mis un lien dans l'onglet communauté pour vous abonner. Pour payer les 3,99 € pour financer un petit peu la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.